la porte. Depuis sa ménopause, Sophie s'astreint à une hygiène de vie exemplaire. Tous les matins, 30 minutes de marche active. J'ai les endorphines qui sont libérées. Je suis prête à attaquer la journée, full of énergie, c'est incroyable, c'est revigorant. Des repas équilibrés et un petit quelque chose en plus. Des compléments alimentaires conseillés par son médecin. Là, j'ai de l'oméga 3, c'est pour véritablement donc, toute la santé cardiovasculaire, aussi pour tout ce qui est cerveau, donc c'est super important. Ça, c'est vraiment un antioxydant, c'est véritablement pour lutter contre le vieillissement des cellules, etc. Là, c'est super important aussi, c'est pour m'aider, comme j'ai vraiment développé un trouble émotionnel, si je puis dire, au moment de l'arrivée de la ménopause, donc c'est vraiment pour me calmer. Je ne me vois pas vivre sans ça. Bah oui, pour moi, ce sont mes compagnons de vie, en fait. Sophie est influenceuse et prône sur les réseaux sociaux une ménopause décomplexée. Les marques de compléments alimentaires lui envoient régulièrement des produits qu'elle teste et documente sur son compte. Un spécifique sur les bouffées de chaleur, pour le sommeil, donc la gestion du magnésium, différentes solutions donc pour gérer tel et tel symptôme. Quotidiennement, des femmes ménopausées s'en remettent à elle pour le choix de compléments alimentaires à prendre. À l'occasion, si tu as une liste pré-ménopause, je suis preneuse Sophie et d'ici là, j'irai acheter ton livre. Donc voilà. Je me rends compte que les femmes s'automédicamentent parce qu'elles entendent le conseil de la copine ou d'une autre et qu'elles veulent une solution miracle. Moi, je leur réponds en général, il faut vraiment qu'elles aillent vers le professionnel de santé ou le pharmacien, notamment si elles prennent des traitements spécifiques pour qu'il n'y ait pas de contre-indication, de choses qui se percutent. Il suffit de se rendre en parapharmacie pour faire son marché. Bouffées de chaleur, troubles du sommeil ou de l'humeur, sécheresse intime, tous ces produits sont vendus sans ordonnance. De plus en plus, cette diététicienne conseille des femmes qui recherchent une alternative au traitement hormonal classique de la ménopause. Les femmes ménopausées, en général, elles viennent soit pour éviter ce que le gynécologue veut qu'elles prennent, c'est-à-dire des hormones de synthèse, et elles veulent les substituer avec des hormones naturelles végétales. Ces traitements végétaux ne contiennent pas d'hormones de synthèse, mais des plantes ayant des effets similaires aux hormones féminines. On va avoir un choix assez varié de plantes. C'est des plantes qui ont la particularité d'être riches en hormones végétales, soit progestérone, soit phytoestrogène. Certains compléments alimentaires comportent des risques d'interaction avec des médicaments. Quant au soja, il est contre-indiqué aux femmes ayant eu un cancer hormonodépendant. La prise de ces produits sans avis médical est une pratique que déconseillent fortement les gynécologues. On a très peu d'études qui montrent une efficacité de ces traitements. On n'est pas sûr qu'ils fonctionnent réellement sur les symptômes plus qu'un placebo et on ne sait pas quel effet secondaire ils peuvent entraîner chez ces patientes. Donc ce ne sont pas des traitements qu'en pratique on recommande. À la ménopause, le risque cardiovasculaire augmente considérablement chez la femme. Un suivi médical est donc primordial, y compris pour demander conseil en compléments alimentaires. Alors, on a parlé de la vitamine C tout à l'heure. Il y a une vitamine dont on a peut-être besoin en ce moment, c'est la vitamine D. Ouais. Et on avait cette question. Je prends de la vitamine D végétale en complément, sous forme de capsule depuis 1 mois. Est-ce efficace? C'est Charlie qui nous pose cette question. La vitamine D? Oui. En particulier dans certaines sous-populations, chez l'enfant, on donne sous forme de médicaments à la naissance pendant un certain temps, et de plus en plus chez les seniors, qui, à cause en particulier d'un manque d'exposition au soleil, la carence, c'est la règle. Donc c'est même pas la peine de s'embêter à faire un dosage qui va coûter de l'argent. D'ailleurs, la sécurité sociale ne le rembourse plus dans cette indication-là. Donc l'idée, c'est de prendre 2 fois par an de la vitamine D à l'automne, parce que la vitamine D, elle est synthétisée stimulée par les rayons du soleil. Donc si on ne s'expose pas, on fera moins de vitamine D endogène. Et donc, à l'automne et puis au printemps. Et du coup, vous avez parlé enfant et senior, et l'adulte entre ces âges-là? Le jeune adulte, il n'en a pas forcément besoin, je ne crois pas. C'est vraiment le senior qui se retrouve carencé en vitamine D. On considère qu'il faut exposer 1/3 de son corps tous les jours durant 20 minutes. Donc, c'est les bras plus se décolleter. On peut trouver un peu de vitamine D dans les aliments, notamment les produits laitiers, dans les œufs. Et puis, si on fait une petite cure, comme Dany nous posait la question, on fait ça là, elle dit, elle fait ça 1 mois, pas la peine de prendre de la vitamine D toute l'année. C'est ça le message qu'on peut retenir. L'avantage, c'est de prendre une dose un peu plus élevée, sans être excessif. Je dis 2 fois dans l'année.
parce que c'est beaucoup plus astreignant de prendre tous les jours. Oui, parce qu'il y a une notion un peu de médicament en réalité. Or, c'est complément alimentaire. Ça a le double statut. On peut trouver sous forme de médicaments, on peut trouver sous forme de complément alimentaire. L'enjeu, faut le dire, c'est l'ostéoporose, c'est les désordres de l'os, et ça surajoute chez la femme après la ménopause. Finalement, la seule chose qu'on aurait plutôt intérêt à vraiment prendre, si on vous comprend bien, c'est la vitamine D quand on est âgé après 65 ans, chez les enfants, et puis peut-être en cure ponctuelle dans l'année pour ceux avec un apport suffisant en calcium. Donc, produits laitiers, fromage, yaourt. Et pour l'achat, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour éviter d'aller vers des produits dangereux, tout simplement ? Bon, alors, si on regarde, le réseau principal, c'est la pharmacie d'officine, c'est à peu près 50% des ventes. Et après, c'est les médecins généralistes. Et dans les deux cas, le problème qui se pose, c'est celui de la formation à l'université, soit durant les études, soit après les études, qui, à mon sens, est insuffisant en France. Oui, on n'est pas formé. On est formé pour les médicaments, sur des maladies très rares, et pas forcément sur des compléments alimentaires. Et d'ailleurs, on entend régulièrement parler de super aliments, notamment de la spiruline. Qu'est-ce qu'on peut dire de la spiruline en complément alimentaire ? Là, on a sous forme de gélule ou sous forme de poudre. Vous en avez parlé d'ailleurs. Oui, j'avais pas mal de questions. Juste pour finir de répondre à votre question, ce qu'il faut fuir, c'est des achats sur Internet de produits qui viennent de marques non françaises. Parce qu'en particulier, s'ils viennent des États-Unis, les produits sont souvent adultérés. Adultère, c'est-à-dire qu'ils contiennent des substances qui ne devraient pas s'y trouver et qui sont cachées. En l'occurrence, vous avez 2 produits qui sont bio, créés en France, la Agriculture France, certifié biologique, de spiruline. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intérêt de la spiruline, qui est considérée comme un super aliment ? Ce qu'on vante au niveau de la spiruline, c'est qu'elle est très riche en protéines. La seule chose, c'est que si vous prenez une gélule, vous allez avoir même pas 1 gramme de protéines. Et si vous prenez une cuillère à soupe de l'autre préparation, vous n'allez pas avoir grand-chose non plus. Donc en fait, c'est peanuts à côté de vos besoins quotidiens en protéines. Donc spiruline, pas foufou. Et l'autre chose, c'est que ça contient de la vitamine B12. Le problème, c'est que ce n'est pas une vraie vitamine B12 et elle se fixe sur les récepteurs de la vitamine B12 qui ne peut plus se fixer. Donc ça entraîne des carences en vitamine B12. Ça, en réalité... Et alors après, il y a aussi les circuits de production, il faut qu'elles soient de bonne qualité. En réalité, l'intérêt de produits comme la spiruline, c'est pas pour nous. C'est pour les pays en voie de développement qui souffrent de famine et qui ont un mauvais accès aux protéines parce que, en fait, la production de spiruline est très peu coûteuse. Donc là, ça peut être intéressant, même s'il n'y a pas énormément de protéines. On a cette question, remarque de Béatrice. Plutôt que d'avaler des compléments alimentaires, ne vaut-il pas mieux avoir une alimentation équilibrée et une vie saine ? Est-ce qu'on peut se passer de tous ces compléments alimentaires et être en bonne santé ? Globalement, oui. L'idée forte, c'est que les compléments alimentaires sont destinés à des sous-populations. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. Il y a un exemple très connu, c'est l'acide folique, la vitamine B9, qu'il faut, dès le moment où on a l'idée d'avoir un enfant. Parce que si on a un déficit en acide folique, à ce moment-là, on fait une maladie très grave chez le fœtus, qui est la non-fermeture du tube neural. Et donc ça, il faut le prévenir. Et d'ailleurs, les aliments, dans certains pays, plus que dans d'autres, sont volontiers enrichis en acide folique. On aura donc compris, ces compléments alimentaires sont réservés au cas par cas, en fonction des antécédents, de l'âge, de l'alimentation et en complément d'une alimentation équilibrée et sous contrôle, si possible, d'un professionnel de santé et de se renseigner chez le pharmacien plutôt que d'aller sur Internet. Professeur, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle le titre de votre livre « Tout sur les compléments alimentaires » publié aux éditions Odile Jacob et co-signé avec le docteur Jacques Fricker. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de l'invitation.